Voilà, pour clôturer cette journée, je voudrais remercier particulièrement chacun des intervenants de ce matin et de cet après-midi. Remercier Catherine Grindorge et l'école de Chaillot et l'ensemble du personnel qui, à la Cité de l'Architecture, porte la possibilité de nous réunir et d'avoir ces réflexions, ces rendez-vous réguliers qui nourrissent nos pratiques, qui nous permettent de nous parler entre professions, avec des points de vue qui sont parfois différents et qui sont d'autant plus enrichissants, et on l'a bien vu dans les échanges que nous avons eus tout à l'heure. Et la pierre est donc bien ce matériau dont la puissance évocatrice est singulière, qui peut être le symbole par excellence de l'acte de bâtir, matériau porteur aussi d'une histoire de la formation géologique, d'une véritable puissance tellurique, telle qu'elle a pu être évoquée par Aline Magnien ce matin. Dans Les pierres sauvages, ce roman de Fernand Pouillon, l'auteur imagine le maître bâtisseur du Toronnais qui impose la pierre excessivement grossière, coquillère, percée de cavités, qui est la pierre locale, qu'il impose aux compagnons du chantier contre leur avis, parce qu'ils sont, eux, habitués à la pierre de très grande qualité des pays du Nord, au grain fin. Et il leur impose parce que, pour reprendre une expression qui a été employée ce matin, la pierre a sa volonté propre. Eux voient la pierre ici comme une pierre par défaut parce qu'il n'y en a pas d'autre, et le bâtisseur veut que la pierre s'impose dans une beauté qui naît justement d'une imperfection et d'une difficulté vaincue par un surcroît de qualité dans la mise en œuvre, dans une mise en œuvre impeccable des faces dressées, de poses à joints vifs, de façon à ce que le matériau, dans la manière dont l'architecture le met en œuvre, se sublime et devienne lui-même le porteur de l'architecture, et pas simplement un moyen ou un moyen d'intendance, comme cela a pu être dit. Mais là encore, on voit bien que nos monuments sont très variables, et Christophe Bottineau nous a montré des exemples, où, ainsi que Pierre-Yves Caillot, où la pierre est parfois une matière qui n'ose pas s'avouer comme telle, parce qu'elle est faillible, parce qu'elle ne correspond pas à l'image et à l'idée de l'architecte et de l'architecture, parce qu'elle ne rentre pas dans le code culturel. La ligne, la couleur, le volume le disputent en permanence aux matériaux. Et dans le même temps, on l'a vu, la pierre est aussi, par le travail qu'elle suppose, le porteur de tout un savoir-faire, les traces de la conquête de cette matière par les appareilleurs, les tailleurs, les carriers en premier lieu, les sculpteurs, dont nous a parlé tout à l'heure Frédéric Létoffé. Et c'est aussi cette mémoire-là, la mémoire des gestes, que l'on cherche à conserver dans la matière ancienne, tout autant que l'ancienneté en tant que porteuse de l'authenticité du matériau. Donc on voit comment on est là vraiment sur le paradigme de la complexité du patrimoine, où c'est ce faisceau de sensibilité, ce faisceau de facteurs qu'il faut réunir à un moment donné, qu'il faut mettre en balance, qu'il faut synthétiser. Laure Gathuin et Marie Godet nous ont illustré tout à l'heure comment, par la recherche scientifique, on arrive à renouveler complètement une certaine vision de certains phénomènes qui nous échappent dans un premier temps. Mais elles nous ont aussi rappelé que, in fine, à un moment donné, le scientifique aussi transmet cette connaissance et laisse à un moment donné la décision à prendre de savoir si il faut recourir à tel ou tel moyen, pour quelles raisons faut-il le faire, et qu'en définitive, l'acte de restaurer se resitue bien dans une décision qui engage cette sensibilité multiple à l'histoire, à l'architecture, à l'espace, et puis à un contexte culturel, social, économique. Et c'est un cas de figure différent qui se pose pour chaque édifice, et les différents cas concrets que l'on a vus à travers toute la journée l'ont bien montré, comment, selon l'époque, selon la qualité du matériau,
de cette pierre que l'on a pu voir de toutes les couleurs et de toutes les noblesses, comment le projet de restauration et le projet de conservation doivent chercher cet équilibre, peut-être introuvable, et en tout cas qu'il faut réinventer à chaque fois. Je retiendrai donc de cette journée un certain nombre de portes ouvertes, et il en restera toujours, heureusement, sur à la fois la nécessité d'avancer encore sur la maîtrise et le retour d'expérience sur les restaurations passées par rapport à la compatibilité des pierres. Et je crois qu'il y a là à développer ou à continuer de développer les bases de données dont nous disposons. Et là-dessus, le LRMH, mais pas seulement, sont des acteurs évidemment essentiels. Le contrôle de la ressource, puisqu'on a bien vu la situation dramatique dans laquelle on peut se retrouver aujourd'hui pour le patrimoine par rapport à une ressource qui a été un temps extrêmement diverse et importante, et ces pistes à trouver pour constituer les stocks nécessaires et essayer en permanence de retrouver, de continuer à pouvoir exploiter les pierres d'origine des monuments que nous avons à restaurer. Il y a enfin une réflexion à mener sur la place de la technique et du progrès technologique. On voit comment elle peut nous faire parcourir de grands pas dans la conservation et comment, en même temps, elle nous questionne sur le sens à donner aux gestes de la conservation et de la restauration. Et donc, il faut à nouveau revenir aux questions de doctrine, qui sont, encore une fois, non univoques, mais se rappeler de ce mot de Camillo Boito qui évoquait plusieurs restaurations selon les monuments, une restauration archéologique, une restauration pittoresque, une restauration architecturale, et où à chaque fois le matériau, la manière d'intervenir, les matériaux de substitution, les gestes, les procédés de conservation seront soumis à ce qui fait l'essence de l'édifice, de cet édifice-là, et non pas d'un autre. Donc gardons-nous des généralités, et encore une fois revenons aux monuments, premier guide de notre déontologie et premier lieu de nos émotions. Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une très bonne fin de journée.